Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Maison d'Italie, merci d'être là aussi nombreux ce soir. Après l'hommage que hier soir Sciences Po a voulu faire à Pierre Milsat, grâce à Marc Lazare, à toute l'équipe de Sciences Po, collègues et anciens élèves aussi, et devenus collègues entre-temps, la Maison d'Italie ce soir a pensé de faire aussi un hommage à Pierre Milsat, appelé Souvenir de Pierre Milsat, avec trois autres associations qui sont tous les trois importantes, et quelques-unes de celles-ci ont été très importantes dans la vie de Pierre et aussi, je dirais, dans la vie de la maison elle-même. Ainsi tout, donc, avant tout, je veux remercier Dante Alighieri avec son président Michele Canonica, qui sera notre modérateur de la première partie de ce soir, et puis le laboratoire LARA, laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, et de façon particulière Manuela Martini, qui a organisé avec nous la soirée, que malheureusement ce soir n'a pas pu être là, mais je pense qu'il y aura un message qui sera lu d'elle, il me semble. Par la suite, le CEDEI, le Centre d'études d'immigration, le Centre d'études de documentation sur l'immigration italienne, qui a été dirigé, fondé et dirigé pendant plusieurs années par Pierre Milsat, et dont ce soir ici on a le président Michel Dreyfus, et on a surtout Marie-Claude Blanche-Aléard qui a organisé en grande partie, je dirais, la soirée de ce soir, et donc nous la remercions beaucoup parce que c'est elle qui a fait le grand travail, le grand boulot. Je veux remercier avant tout, avant de commencer bien sûr, notre consul général Emilia Gatto qui, quand elle a un moment de temps, elle participe aux événements, non seulement ici à la Maison d'Italie, mais partout, donc elle est très présente, et donc on la remercie beaucoup. Et puis je veux saluer naturellement la famille de Pierre Milsat, qui est ici ce soir. Il y a Madame Eliane qui est là, le fils Stéphane, et puis la petite fille de Pierre, qui peut-être prendra le flambeau du grand-père dans quelques années. Et donc ils sont tous les trois là, et je les remercie beaucoup. Je veux aussi saluer, avant de commencer, Francesca Solville, qui nous fait le grand plaisir ce soir d'être là. Elle est la fille de Lydia Campolonghi, dont je pense Michel Dreyfus ou Antonio Beccelloni parleront. Et donc merci beaucoup d'être là. Elle connaît la maison parce qu'elle a chanté quand même ici dans le temps. Elle a participé à plusieurs colloques du CEDEI, et donc on te revoit avec un grand plaisir. Alors pourquoi une soirée ici à la Maison d'Italie, on pourrait se demander. Et les raisons sont plusieurs. Une, je l'ai déjà dite, c'est-à-dire le CEDEI est né ici à la Maison d'Italie pratiquement, grâce à Pierre qui a été président pendant une vingtaine d'années, presque. Et grâce, et voilà, ça c'est le premier colloque que le CEDEI a fait en 1983, avec Pierre Milsat président, et à la droite de Pierre Milsat on peut voir Norberto Bobbio, et c'est un colloque sur Piero Gobetti. Et donc Pierre a été pendant presque 20 ans le président, mais dans le groupe au commencement du CEDEI, au début du CEDEI, il y avait quand même Aldo Vitale qui a été directeur de la Maison d'Italie pendant plus de 20 ans et qui a été la cheville ouvrière, je dirais, du CEDEI pendant de longues années. Et donc sans lui, peut-être, le CEDEI n'aurait pas été aussi actif et efficace comme il a été. Et puis il y avait aussi Alberto Cabella, il y avait Michel Dreyfus au commencement, et Antonio Beccelloni, qui est aujourd'hui encore le directeur du CEDEI. Et donc une raison, c'est que le CEDEI a été un petit peu, a eu un petit peu sa maison ici à la Maison d'Italie pendant plusieurs temps, et puis encore dans les années, il y a eu au moins une quinzaine de colloques peut-être, qui ont étudié tous les aspects de l'immigration italienne, comme je pense Marie-Claude, Michel, Antonio iront dire.
Il y a une deuxième raison aussi, on peut voir la deuxième photographie, c'est que grâce au fait que c'est vrai que Pierre Milza venait assez souvent ici à la Maison d'Italie, le 1er décembre 1993, quand le président du Sénat Spadolini, Giovanni Spadolini, a réinauguré la Maison d'Italie, Pierre a eu l'honneur de recevoir ici une décoration de l'État italien. Il a été nommé grand officier de l'Ordine Nazionale del Merito Italiano, ici à la Maison d'Italie, vraiment le jour de l'inauguration de la maison. Et donc, c'est un des bons moments que quelqu'un parmi nous qui était encore là rappelle cette petite cérémonie où Spadolini a donné la décoration. Il y a eu 2 discours de Pierre de Spadolini. Le déroulement de la soirée. Donc, la soirée aura une première partie modérée par Michele Canonica, qui est, comme je vous disais, président de Dante Alighieri, comité de Paris, et une deuxième partie qui est plus touffue, qui sera présentée et dirigée par Marie-Claude Blanchaléard, car elle présentera tous les amis et les collègues. En grande partie, c'est des collègues qui ont travaillé dans le CEDEI avec Pierre Milza, et quelqu'un, c'est aussi des collègues d'université. Naturellement, la soirée à la Maison d'Italie, à différence de celle de Hiroshima, sera plus axée et sur l'Italie et sur l'histoire de l'immigration, sur laquelle Pierre Milza a beaucoup travaillé. Mais cela dit, je pense que c'est le moment de passer la parole à Michele Canonica et commencer notre réunion de cette soirée. Voilà, donc je remercie comme d'habitude mon ami Roberto Giacone qui nous reçoit à la Maison de l'Italie pour des événements ayant des contenus d'une extrême diversité, disons, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai à mes côtés la consul générale Emilia Gatto, laquelle me semble vraiment très intéressée par ce sujet, car Pierre Milza était un homme d'un charme intellectuel et personnel formidable. Moi, j'ai eu le plaisir de le côtoyer à plusieurs reprises. J'ai même animé des débats où il était présent, notamment à l'Institut culturel italien, et j'ai pu apprécier d'un côté la rigueur de ses études, mais de l'autre côté aussi son humanité et son humour. Donc une personnalité tout à fait remarquable. Nous allons écouter tout à l'heure une intervention d'une grande personnalité italienne, Sergio Romano, lequel n'a pas pu venir à Paris, mais qui a accepté d'enregistrer 5 minutes pour vous manifester l'intensité de son sentiment à l'égard de Pierre Milza. Justement sur le double plan de la rigueur intellectuelle d'historien et de l'humanité. Je crois qu'on peut même tout de suite écouter donc Sergio Romano. Je vous rappelle que Sergio Romano a été un diplomate de grand talent, très connu, et qu'il a été aussi écrivain et journaliste. Et il est l'auteur d'ouvrages d'histoire italienne et française. Il est toujours éditorialiste du Corriere della Sera, premier quotidien d'Italie. Écoutons donc ses propos. Je crois que Pierre Milza soit devenu historien pour mieux expliquer à soi-même l'histoire de sa famille. Il était le fils d'un émigré italien qui avait laissé la petite ville de Bardi dans la province de Parme pendant le fascisme
et avait épousé en France une Française. Élevé à aimer ces deux patries, il devint de plus en plus conscient, avec le passage du temps, que le rapport entre la France et l'Italie était tantôt amical, tantôt hostile, mais toujours marqué par une affinité extraordinaire. La vie des deux pays est un livre comptable dans lequel l'actif d'un pays peut être parfois le passif de l'autre. Il n'y aurait pas un État italien si Napoléon III n'avait donné une contribution fondamentale à la politique de Cavour. L'histoire aurait un autre cours, l'histoire d'Europe et du monde, si les deux pays n'avaient pas combattu ensemble pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu une opposition démocratique au fascisme si la France n'avait accueilli, après 1925, un grand nombre d'exilés italiens. Et il n'y aurait pas aujourd'hui une Union européenne si la France et l'Italie, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'avaient pas décidé de poursuivre ensemble le rêve d'une Europe unifiée. Mais avec les pages positives, il y a aussi celles qu'on aimerait plutôt oublier. En 1881, la France occupa la Tunisie, un pays où la population italienne comptait alors environ 80 000 personnes, et elle était la plus grande communauté étrangère du pays. En 1940, l'Italie déclara guerre à la France à un moment où le pays ne pouvait pas se défendre. Pierre, fasciné par toutes ces mémoires historiques, essaya d'expliquer d'abord à soi-même ce qui s'était vraiment passé. Mais il n'était pas seulement un historien des relations internationales. Inspiré par l'enseignement de Renouvin et du Rosel, il décida de rechercher les forces profondes et les phénomènes sociaux qui avaient joué un rôle dans les rapports entre les deux pays. Et il consacra une bonne partie de ses études à l'immigration italienne en France, avec un travail qui a énormément enrichi l'histoire sociale de la France entre le XIXe et le XXe siècle. Il n'était pas simplement un historien. Il était aussi un écrivain, un narrateur, un peintre de grands fresques historiques. Il en donna une preuve dans ses grandes biographies de Verdi à Garibaldi, sa grande histoire de l'Italie du Moyen-Âge à nos jours, l'histoire de la guerre franco-prussienne, les rapports entre Mussolini et Hitler. Dans les années passées à Paris, Pierre Misat a été pour moi un ami, un interlocuteur, un compagnon d'études, une source précieuse de réflexion. En 1977, du Rosel me demanda de faire partie du jury qui lui aurait conféré le doctorat de la Sorbonne. Je suis par conséquent une note à pied de page dans sa carrière académique et j'en suis particulièrement fier. Merci. Voilà, donc comme vous le voyez, Sergio Romano a souligné ce double aspect de l'activité de Pierre Milza, c'est-à-dire d'un côté l'histoire de l'Italie, l'histoire avec un grand H pour ainsi dire, et donc il a consacré des études au Risorgimento, au fascisme et à d'autres périodes de l'histoire italienne. Et de l'autre côté, l'immigration en France. Il est certain que l'immigration peut nous sembler appartenir à une époque qui n'est plus la nôtre. Mais oui, bien sûr, le contexte international a changé
À l'époque des premiers migrants italiens, la France représentait un aimant aussi sur le plan de la puissance économique. La langue française aussi était sans contexte la première langue de communication internationale. Donc c'est un contexte différent de l'actuel, mais il est certain qu'aujourd'hui on a de la peine à imaginer ces Italiens qui jouent l'accordéon, qui sont tellement sympathiques, mais qui ne sont pas des personnages de l'univers contemporain. Mais ces études sont fondamentales. Le passé est fondamental. Et je me souviens, j'avais invité dans une émission de radio, en descendant de ces vieux immigrés italiens en France, lequel avait passé des vacances en Toscane, sa région d'origine, et il s'était aperçu que cette maison que ses ancêtres avaient revendue pour réunir le capital nécessaire pour émigrer, cette maison avait été réaménagée et il y avait une piscine dans le jardin et cela se vendait pour des millions d'euros. Alors il s'était mis à pleurer dans le micro en faisant la comparaison entre le contexte où vivaient et agissaient ses ancêtres et la situation qui était la sienne de personnes relativement aisées qui pouvaient passer de la France à l'Italie et vice-versa pour ses vacances et pour son travail. Enfin, c'est sûr qu'il y a eu une évolution, mais la lecture des livres de Pierre Milza et notamment les activités auxquelles il a donné le coup d'envoi reste d'une importance extraordinaire. Là, vous allez écouter aujourd'hui une série d'historiens qui ont travaillé à ses côtés, qui ont été ses élèves. Je crois que c'est intéressant de lire, de vous donner lecture d'un petit texte que le prédécesseur de Emilia Gatto nous a envoyé. Andrea Cavallari n'a pas pu être avec nous, mais il a envoyé ce texte que je vais lire en italien et vous allez avoir sur l'écran la traduzione francese. Ho per Pierre Milza un affetto particolare. Generazioni di studenti gli devono molto. Io sono uno di quelli. A lui devo l'amore per la storia contemporanea. Pierre Milza era all'epoca dei miei studi universitari a Parigi maître de conférence a Sciences Po. Io facevo parte della sua classe in année préparatoire. Le sue lezioni erano sempre le più appassionanti. Che si trattasse dei regimi totalitari, suo cavallo di battaglia, o di altri aspetti del programma di storia contemporanea, la sua lettura dei fatti era sempre originale, la sua chiarezza espositiva straordinaria, la verifica delle tesi a confronto mai indulgente. Esigente con se stesso almeno quanto lo era con i suoi studenti, sapeva sempre regalarci dei momenti di gioia profonda, quando, dopo aver ascoltato con pazienza i nostri traballanti exposé, ne ricostruiva i contenuti con critica intelligenza, segnalandoci sempre come nessuna verità fosse assoluta. Terminata la lezione, la conversazione continuava spesso con lui, sempre disponibile per un approfondimento e per un consiglio. Ho seguito i suoi corsi anche negli anni successivi e il caso ha voluto che fosse proprio lui uno dei membri della commissione di esame con cui passai il grand oral del diploma finale.
C'è poi un altro aspetto che mi lega a Pierre Milzat e riguarda le sue origini italiane. Bardi, il paese di origine di suo padre, è solo a pochi chilometri da Bettola, il paese di mio nonno materno. Da quelle dolci valli della provincia di Parma e di Piacenza sono venuti in Francia migliaia di emigrati italiani. Sono i Rital, di cui ha scritto con passione François Cabanat, anche lui originario di Bettola. Quei luoghi, quelle persone, il loro viaggio verso la speranza di un futuro migliore, le loro sofferenze e l'impegno ad integrarsi in una Francia repubblicana, Pierre Milzat li ha raccontati magistralmente in Voyage en Italie, uno dei suoi libri più interessanti per noi italiani. Di queste origini comuni non abbiamo detto subito, ma la loro scoperta ha rafforzato ulteriormente il legame fra allievo e professore che si era creato fin dall'inizio. Ne parlavamo talvolta fuori da Sciences Po, io timoroso di ottenerne qualche impropria indulgenza, lui probabilmente attento a non creare inadeguate preferenze. Ho rivisto Pierre Milzat pochi anni fa quando ero a Parigi come console generale. Ricordo che Andrea Cavallari è attualmente ambasciatore d'Italia a Cipro. L'occasione è stata la presentazione a Sciences Po degli Annales a lui dedicati. L'incontro tra l'allievo e il suo professore è stato pieno di emozione e anche per questo le parole scambiate sono state poche. Il lungo abbraccio e gli sguardi rivolti l'uno all'altro hanno però detto molto di una stima profonda, rafforzata anche dall'intensa amicizia che lo legava a mio padre Alberto. Ci siamo lasciati così in un momento di grande festa in cui, oltre all'unanime celebrazione del grande storico, nelle testimonianze dei tanti studiosi intervenuti sono stati affermati profondi sentimenti di riconoscenza per uno studioso rigoroso e appassionato. A Pierre Milzat anch'io debbo molto. Per questo vi sono molto grato per avermi dato la possibilità di ricordare alcuni aspetti della nostra amicizia. Per quanto personali, spero che possano contribuire a sottolineare il valore eccezionale dell'uomo e dello storico che oggi insieme ricordiamo. Andrea Cavallari. Voilà, donc maintenant, avant de passer la parole à Marie-Claude Blanc-Chaléard, qui va animer la partie principale de cette soirée consacrée à Pierre Milzat, donc avant de passer la parole à Marie-Claude, je prie la consul générale Emilia Gatto de dire quelques mots sur Pierre Milzat. Buonasera a tutti. Alors en fait, tout d'abord, moi aussi, je voudrais remercier énormément Roberto Giacone, le directeur de la maison, parce que en fait, il est toujours dynamique, souvent justement avec Michele Canonica, et pour dans l'organisation d'événements qui nous rafraîchit un peu l'esprit, est toujours très intéressant. Et aussi en fait dans l'organisation d'événements plus de différentes sortes, comme par exemple on a bientôt, je ne me rappelle plus exactement la date, mais bienvenue en France pour justement pour accueillir les Italiens surtout qui débarquent avec les associations italiennes. Donc tout d'abord vraiment grand merci. Après, après en fait les interventions
de deux de mes collègues, donc Sergio Romano, bien évidemment, et Andrea Cavallari, que vous connaissez. C'est vraiment des interventions très intéressantes et magnifiques. Je vais laisser, bien évidemment, à vous de parler de Pierre Milza. Je vais seulement dire trois choses. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Bon, tout d'abord parce qu'en fait, même s'il était en français, Pierre Milza était idéalement un de mes administrés, dans le sens, idéalement je dis, parce que dans le sens qu'il était vraiment très attaché à l'Italie et ses origines étaient italiennes. Et puis, parce que je vais vous faire une confiance, je me rappelle qu'à Bangkok, là où j'ai connu mon mari en français, au tout début, pratiquement la première fois que j'arrive chez lui, je trouve dans la table basse un livre de Pierre Milza, justement sur l'histoire italienne. Alors je pensais, bon, finalement, peut-être il est intéressé vraiment au paquet, voilà, au package. Et c'est vrai qu'en fait, mon mari, comme tous les Français qui ont étudié, qui se sont approchés à l'histoire, et surtout à l'histoire de l'Italie, connaissent Pierre Milza très très bien. Comme nous, les diplomates, on connaît très très bien Durosel et Renouvin, qui étaient nos cauchemars, parce que c'était là où on travaillait et on préparait notre concours. Et voilà. Puis après, dernier point, en fait, justement, sur les CEDEI, non, que lui, il a contribué à lancer sur les centres, qui en fait est né en parlant surtout de Piero Gobetti. Piero Gobetti est un des 40 personnages sur lesquels nous, au consulat, avec en fait surtout les comités, qui est les comités des Italiens élus à l'étranger, on est en train de faire un travail parmi tous les Italiens illustres qui reposent au cimetière monumental du Père-Lachaise. Et donc, c'est comme on a aussi Piero Gobetti parmi, et même d'autres qui justement ont fait, je sais, l'objet de l'intérêt de Pierre Milza, comme par exemple le frère Rossel, il y avait beaucoup d'antifascistes, etc. Et pour cela aussi, ça me fait plaisir, parce qu'indirectement, j'ai aussi l'occasion de vous parler de ce projet qui sortira plus ou moins dans un an, et qui est en fait, qui sera le produit d'un travail commun d'un grand groupe et de volontaires, et parmi Français et Italiens, et parmi eux j'ai les directeurs justement de la Maison d'Italie, je vois aussi d'autres personnes que je ne vais pas citer. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir voilà, s'élancer sur ces projets qui visent à revaloriser et faire connaître des Italiens, ou aussi justement, et je reviens à Pierre Milza, des Français qui pratiquement ont porté à la France beaucoup en termes de bagage historique, culturel, de valeurs, etc.
Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, comme on doit justement parler de Pierre Milza. Je vous dis seulement que je mets aussi à disposition pour ceux qui sont intéressés des brochures que vous pourrez prendre. Et encore mille merci pour cette organisation de cet événement. Je ne resterai pas trop longtemps, malheureusement, mais un petit peu quand même. Merci. Alors donc, une petite présentation à mon tour, après avoir remercié Michele Canonica et la Dante Alighieri de s'être associés à notre soirée. Merci beaucoup à Madame la Consul d'avoir été présente. Et je voulais signaler, parce que vous ne l'avez pas dit Michele, que la Dante filmait cette soirée et que vous pourrez la retrouver sur le site de l'association L'Italie en direct. Alors je ne sais pas pendant combien de temps ça sera, mais donc je voulais vous le dire et donc merci à vous. Alors tout à l'heure Roberto a expliqué pourquoi cette maison d'Italie pouvait apparaître comme un deuxième lieu emblématique dans l'histoire professionnelle et de Pierre. Hier, je pense que vous êtes peu nombreux à avoir assisté à l'émouvant hommage qui s'y est tenu, où Pierre Milza fut professeur pendant 30 ans à Sciences Po, il y a fondé le Centre d'Histoire, et la célébration menée par ses anciens collègues et élèves s'est faite sous le signe de l'amitié, sous le sceau de l'amitié. Tant sont indissociables pour tous ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, les souvenirs du grand historien et ceux de l'ami. C'est aussi ce qui s'est imposé à nous au moment même de sa disparition. Quand je dis nous, je veux dire en fait le groupe de ceux qui avaient travaillé autour de lui au sein de ce centre de documentation de l'émigration et son centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne, qui a été fondé, donc, qui a été créé dans cette maison. Et en fait, même si on pouvait s'associer aux collègues de Sciences Po, et c'est vrai que dans ce petit groupe, la plupart n'étaient pas des gens de Sciences Po, il nous a semblé très vite que le souvenir de cette aventure exaltante était quelque chose que l'on pouvait communiquer, que l'on pouvait partager le temps d'une soirée dans cette maison d'Italie où nous nous réunissions si souvent et où nous avons fait tant de colloques. Alors je parle d'aventure exaltante, en effet, l'histoire de l'immigration, qui est loin d'être le seul domaine dans lequel Pierre Milza a innové et pour lequel il est connu, lui, l'historien incontournable de l'Italie contemporaine et des fascismes, en fait, elle était pour nous exaltante parce que c'était l'ouverture d'un champ historiographique nouveau, celui de l'immigration et de l'immigration italienne, et ça n'est pas n'importe quel champ, c'est celui d'une des histoires les plus chaudes de notre temps. Et donc, il y avait là quelque chose qui nous a laissé penser que ce serait bien de parler de Pierre comme l'historien qui était en action parmi nous et de faire connaître ainsi concrètement comment se conjuguait en lui l'homme et le chercheur. Alors, on l'a dit, Pierre était issu d'un mariage mixte, son père était venu de Bardi en 1927. Sergio Romano l'a rappelé d'emblée, il y voit une des clés de lecture du parcours et de l'histoire de Pierre comme historien, pardon. Mais en même temps, cette intervention, cette introduction, l'intervention de Sergio Romano, la lettre d'Andrea Cavallari qui nous rappelle à tous à quel point Pierre, on dirait dans le jargon aujourd'hui, était un communicant exceptionnel, mais surtout un professeur hors du commun qui, c'est vrai, la plupart du temps faisait s'effacer tous les autres et captivait, on avait tout de suite envie de faire de l'histoire quand on l'entendait.
Eh bien, en fait, c'était une bonne chose et très importante que ces hautes personnalités italiennes s'expriment pour ouvrir cette soirée, parce que l'autre, et Roberto l'a un peu dit, l'autre dimension du souvenir que nous voulons célébrer ici, c'est celle d'un lieu voué à la rencontre et à la collaboration entre Français et Italiens, en hommage à un Pierre Milza qui fut un inlassable passeur entre les deux nations de chaque côté des Alpes. Et donc, ce qui s'est passé dans l'histoire du CEDEI, eh bien, rassemble un peu tout cela. Néanmoins, c'est vrai qu'il est important de ne pas limiter ces travaux de Pierre sur l'histoire de l'immigration italienne à son histoire personnelle et à une sorte de quête des origines. En fait, les deux livres dont la couverture s'affiche devant vous me permettent de rappeler comment a émergé puis évolué la question de l'immigration italienne pour Pierre. L'immigration est apparue dès sa thèse sur les Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, engagé sous la direction de Jean-Baptiste du Rosel, dont il a déjà été beaucoup question et qui est un personnage extrêmement important pour Pierre. Et cette thèse est exceptionnelle, entre autres, par la façon dont elle mettait en pratique, de façon inédite, les enseignements de la nouvelle école des relations internationales, promue par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste du Rosel, et avec cette façon de détailler ce que les deux maîtres appelaient les forces profondes. D'un côté, Pierre distinguait les relations directes, c'est-à-dire les relations entre les peuples, dont l'immigration est l'une des dimensions les plus importantes, et de l'autre, les dimensions indirectes, les mentalités, les représentations, les échanges culturels. Et donc, cette profondeur nouvelle pour les relations internationales montre bien que cette histoire de l'immigration, elle apparaît comme une dimension de son goût pour les relations internationales. Alors, l'histoire de l'immigration italienne était lancée pour la première fois dans cette thèse. On décrivait les colonies italiennes dans la France du XIXe siècle, la vie, bien sûr, des migrants, la vie des associations, dont d'ailleurs la Dante faisait bien sûr déjà partie. Et en fait, on a ensuite avancé sur ce terrain. Et l'histoire de l'immigration italienne, ou plus exactement l'autre livre, Le voyage en Italie, publié 15 ans après la thèse de Pierre, est déjà un premier bilan. Alors, il y fait à la fois un peu preuve d'égo-histoire, rappelant sa découverte assez tardive de ses origines et la façon dont l'Italie lui est tenue au corps ensuite, mais également il y fait figure de leader de ce nouveau champ historique, en faisant la synthèse des travaux en cours sur l'immigration italienne, travaux qu'il dirigeait pratiquement tous. Alors, après ce rappel, je vais laisser la parole à mes collègues, en commençant par Ralph Shore, qui en fait est parmi nous celui qui a connu le premier Pierre Milza. Il va vous raconter dans quelles circonstances. Ralph Shore est aussi un des pionniers de l'histoire de l'immigration, avec sa thèse sur l'opinion française et les étrangers entre les deux guerres. Il est professeur émérite de l'université de Nice Sophia Antipolis et il a dirigé de nombreux travaux sur l'immigration italienne. Son ancrage niçois le mettait au premier rang pour travailler aussi sur les relations France-Italie, initiées par Jean-Baptiste du Rosel, et il a ainsi succédé à Pierre à la tête du comité franco-italien des études historiques, dont il va vous parler, comité fondé par Jean-Baptiste du Rosel. Merci. Alors, je pourrais compléter ce qui vient de vous être dit sur un point. C'est quelque chose que peu de gens savent. Jean-Baptiste du Rosel m'a dit un jour que dans sa carrière, il avait participé à d'innombrables jurys de thèse. Et que, durant cette longue carrière, 5 thèses exceptionnelles l'avaient marqué.
Et dans ce classement, ce tableau d'honneur, ce palmarès, évidemment, la thèse de Pierre figurait en bonne place. Donc, c'est l'une des 5 thèses qui ont profondément marqué le maître. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Marie-Claude m'y a invité, je ne comptais pas le dire, mais je vais le préciser. Comment ai-je connu Pierre? Eh bien, pour ma part, j'ai soutenu ma thèse en 1980 à Aix-en-Provence, sous la direction de Pierre Guiral, sauf la dernière année, Guiral étant parti à la retraite, il m'avait rétrocédé à son successeur qui était Émile Témime, mais enfin, je n'ai été sous la houlette d'Émile Témime que pendant 1 an, c'est Guiral qui m'a... Bon. Et Guiral avait demandé à Jean-Baptiste Durosel de présider mon jury de thèse. Il y avait donc Durosel, Guiral, Témime, Philippe Joutard, André Nouchy, et j'ai compris que Durosel avait demandé à mon directeur que Pierre Milza siégeât parmi les membres du jury. C'était l'une des premiers jurys auxquels il participait. Et nous nous sommes donc connus ce jour-là, Aix-en-Provence, décembre 1980, et nous ne nous sommes plus jamais quittés, car nous avons fait énormément de choses ensemble. Alors on m'a demandé de parler plus précisément du comité franco-italien d'études historiques, où j'ai côtoyé Pierre et où je lui ai succédé effectivement. Ce comité a été fondé en 1972. C'est une initiative d'Enrico Serra, qui était le responsable des archives du ministère italien des Affaires étrangères. C'est tout à fait circonstanciel. Durosel voulait consulter des archives qui n'étaient pas consultables d'un point de vue légal. Vous savez qu'il y a des délais, n'est-ce pas, selon le type d'archives. En France, par exemple, les archives médicales, quand il y a un nom de personne, 150 ans. C'est le délai le plus sévère. Ça peut être 30 ans dans d'autres cas. Et Serra souhaitait être agréable à son ami Durosel. Alors il a imaginé une sorte de montage, créer un comité franco-italien d'études historiques, avec l'accord du gouvernement italien de l'époque, notamment du ministère des Affaires étrangères. Je crois même me rappeler que le président de la République avait été consulté, et l'accord évidemment de l'ambassadeur de France à Rome. Ce comité donnait une sorte de privilège à ses membres, c'est qu'il pouvait consulter les archives italiennes hors délai de consultation, tout de suite. Voilà donc l'origine de ce comité qui avait pour vocation évidemment d'étudier les relations entre les deux pays. Je vais y revenir dans un instant. Alors, naturellement, les 2 premiers présidents, tout naturellement, furent Durosel et Serra. Au bout de quelques années, Durosel pensa qu'il fallait passer à une équipe plus jeune. Serra n'était pas très enthousiaste quant à laisser sa place, donc il y a eu 2 ou 3 ans d'hésitation, et puis finalement, Serra a accepté de démissionner, et le duo initial a été remplacé par Pierre Milza, et pour le côté italien, Enrico De Cleva, qui ont donc présidé pendant quelques années le comité. Ensuite de quoi, Pierre, poursuivant la politique de Durosel, c'est-à-dire laisser la place à de plus jeunes, s'est retiré, et c'est à ce moment-là que donc 2 nouveaux présidents ont pris leurs fonctions. Ils sont toujours en fonction d'ailleurs, car le comité n'a jamais été dissous. Du côté italien, Romain Rainero, et du côté français, votre serviteur. Alors, ce comité a accompli un travail considérable. Il y a eu une bonne trentaine de colloques, dont les actes ont été pratiquement tous publiés, 12 volumes, représentant environ 4000 pages. C'est énorme. Et 46 auteurs. J'ai établi le palmarès à mon tour de ceux qui ont publié plus de 5 articles dans les actes des colloques du comité franco-italien. Par ordre alphabétique, il y a 8 Français, 6 Italiens. Alors dans l'ordre alphabétique, Georges Detemps. Georges Detemps était l'archiviste du Quai d'Orsay à l'époque. Il venait à tous les colloques, il participait, et en plus, on m'a dit qu'il fallait donner quelques anecdotes, n'est-ce pas? Alors, Georges Detemps pouvait parler en alexandrin comme en langage ordinaire. Et à la fin de chaque colloque, il nous donnait un poème qu'il avait composé en fonction de ce qu'on avait dit. Je me rappelle que lors d'un colloque en Sicile, on avait parlé de la conférence de Messine, vous savez, qui a relancé la construction européenne. Et on nous avait expliqué que les représentants des gouvernements des 6 à l'époque n'avaient abouti à rien. Et ils étaient à une représentation au théâtre de Taormine, un spectacle de ballet qui leur était offert.
Et leurs collaborateurs étaient chargés de rédiger le communiqué final. Et se réunissant, ils ont constaté qu'ils n'avaient rien à dire. Donc à Lantrac, ils sont allés trouver leurs ministres respectifs et leur ont dit qu'il fallait se réunir en vitesse pour aboutir à quelque chose. Ça a été le fameux communiqué de Messine. Et Georges de Tancre a fait un poème que j'ai oublié, mais avec des rimes en in. Messine, taormine, ballerine, câline, mutine. Ces adjectifs se rapportant aux ballerines, évidemment. Donc, voilà, une anecdote, n'est-ce pas, concernant Georges de Tancre. Pour les autres, non. Jean-Baptiste du Rosel est le deuxième, Daniel Grange, de Grenoble, Pierre Guilaine, de Grenoble aussi, Pierre Guiral, d'Aix-en-Provence, Pierre Milza, votre serviteur, et Maurice Weiss, bien connu. Et du côté italien, ceux qui ont donné plus de 5 articles, Enrico De Cleva, Luigi Lotti, Salvo Mastellone, Romain Rainero, Giorgio Rummi et Enrico Serra, évidemment. Alors le comité, durant ces nombreuses années, a travaillé évidemment sur les relations internationales, sous tous leurs aspects, politiques, diplomatiques, économiques, culturels, avec une attention particulière, notamment pour les représentations, pour le concept de latinité, pour le cinéma. Les nationalismes ont été très présents, colonisation et décolonisation dans les relations franco-italiennes, et puis il y a eu plusieurs colloques aussi consacrés aux relations des deux pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme cette réunion, vous avez en vert, n'est-ce pas, l'un des volumes publiés avec les actes du comité italo-français. Quand c'était publié en Italie, évidemment, c'était italo-français. En France, c'est franco-italien. J'ai établi la liste des communications que Pierre a données au cours de ces longues années. Elles sont au nombre de 14. Et cette liste, cette lecture que je vais faire, vous donnera une idée de ses centres d'intérêt. C'est dans l'ordre chronologique de ses interventions. L'émigration italienne en France, de 1870 à 1914. L'intégration des Italiens dans le mouvement ouvrier français à la fin du XIXe siècle. Le voyage de Pierre Laval à Rome en janvier 1935. L'image de l'Italie fasciste dans la France des années 1936-1939. Les cultures de l'immigration italienne dans la France des années 30. L'accueil du cinéma italien en France au lendemain du second conflit mondial. L'Italie de l'après-guerre, vue par deux organes de la nouvelle gauche, les temps modernes et esprit. L'Italie dans les manuels français d'après-guerre. Une crise internationale dans l'ère méditerranéenne, l'affaire de Corfou, vue de France. Le nationalisme italien vu par l'Action française, 1911-1915. Les débuts du fascisme italien en France. Georges Valois et l'Italie. Francesco Crispi et l'Italie. Et enfin, Zola et l'Italie. Voilà, vous voyez, un apport considérable. Ce que je regrette, c'est que la diffusion en France n'ait pas été très importante. Mais Pierre m'a souvent dit, l'historien qui un jour se consacrera à une synthèse, à une somme sur les relations franco-italiennes, ne pourra pas faire l'économie de lire d'abord cette douzaine de volumes dont la richesse est tout à fait considérable. Je terminerai sur ce comité franco-italien en disant que ce n'était pas seulement une instance scientifique, c'était aussi, comment dire, une instance de sociabilité, d'amitié. Au fil du temps, nous invitions de nouvelles générations. J'ai invité dans les dernières années quelques-uns de mes disciples, notamment Stéphane Mourlane et Yvan Gastaud, qui sont venus faire des communications. Et de colloque en colloque, nous nous retrouvions, souvent les épouses d'ailleurs accompagnaient les maris, donc il y avait aussi une communication familiale, si j'ose dire, et cette période, de ces nombreuses années, sont ponctuées de souvenirs. Je voudrais pour terminer en égrener 2 ou 3, qui à mon avis composent un peu un portrait de Pierre. Je me rappelle un colloque à Sassari, en 1990. Et souvent le dernier jour, la demi-journée, on nous faisait faire une excursion. Et les collègues italiens
nous avait amenés dans un monastère de la campagne italienne, profonde. On est arrivé en fin de journée, nous sommes entrés dans une magnifique église romane, et à peine étions-nous là installés, que les moines, au nombre d'une trentaine, firent leur entrée pour l'office du soir. Il y en avait de tout âge, et je me rappelle en particulier un grand vieillard avec une immense barbe blanche, marchant difficilement, appuyé au bras d'un de ses frères d'une trentaine d'années, très noir et très attentionné pour son frère. Ils prirent place dans les stalles et se mirent à chanter des chants grégoriens magnifiques. Et je ne sais pas s'il y avait l'électricité dans cette église, en tout cas si elle existait, elle n'avait pas été allumée, il y avait une profusion de cierges. Ces chants, avec la lueur tremblotante des bougies se reflétant sur la voûte, créent un climat, je dirais, quasi mystique. Alors au bout d'un assez long moment, nos hôtes italiens nous firent signe qu'il était temps de partir, et je suis sorti avec Eliane et Pierre. Et Pierre m'a dit, je comprends que dans de tels moments, on croit. Et Eliane a ajouté, ça donne envie de croire. Voilà, un moment qui est resté. Bon, un autre moment tout à fait différent, il y avait beaucoup de repas évidemment dans ces colloques, et au cours d'un repas, j'avais raconté à Pierre une histoire drôle, vous savez, ça s'appelle des blagues de fin de banquet, qu'il avait trouvé extrêmement drôle. Il avait ri à gorge déployée. Une dizaine d'années plus tard, au cours d'un repas, il me dit, tu te rappelles, Ralph, cette blague sur John Morton, c'est le nom du personnage de cette histoire, cette blague que tu m'avais racontée, oui, eh bien, je l'aime tellement que je la raconte souvent. Mais, je ne sais pas si au fil du temps, je n'ai pas modifié la version princeps que tu m'avais donnée. Peux-tu me la raconter à nouveau? Et je me suis dit, si Pierre est fidèle à sa source pour quelque chose d'anodin, comme une blague de banquet, alors quand il exerce son métier d'historien, quand il travaille sur de vraies sources historiques, quelle rigueur scientifique doit être la sienne? Et je terminerai, j'ai encore le temps de raconter une petite histoire, en 2 mots. Au cours d'un colloque à Nice, j'en ai fait 4 parce que j'avais plus de facilité de les faire à Nice, j'avais terminé par un repas niçois. Et du Rosel, tous ceux qui l'ont connu savent qu'il aimait beaucoup les plaisirs de la table. Et donc il avait mangé beaucoup de choses, et il avait bu un vin local qui est le vin de Belley. Nice est la seule, paraît-il, la seule grande ville de France qui ait une AOC sur son territoire. Et au milieu du repas, du Rosel me dit, dites-moi cher ami, vos crédits vous permettent-ils que l'on commande encore une bouteille? Mes crédits le permettaient, mais même s'ils n'avaient pas permis, je lui aurais offert bien volontiers. Et on a commandé la bouteille, et Pierre était à côté du Rosel, légèrement en retrait. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles, et il m'a fait un clin d'œil très appuyé. Pas du tout ironique, pas du tout taquin, c'était de la tendresse pour son maître. Tu vois, hein, il n'est pas inférieur à ses réputations. Et je conclurai par 2 mots. Paul Valéry a fait, vous savez, mon Faust. Si moi je devais faire mon Pierre, eh bien dans le portrait j'insisterais sur la tendresse, la sentimentalité et l'humanité. Merci. Vous avez tout dit de ce que fut notre vécu au sein du CEDEI et de ses activités. En fait, Pierre a apparemment pas mal écrit sur l'immigration italienne dans les cahiers du comité d'études historiques franco-italiennes, mais à part sa thèse et puis le voyage en Italie, il n'a pas produit énormément de livres sur... Des articles. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet, mais en tout cas bien moins que sur le fascisme ou les relations internationales.
C'est ce que je voulais souligner et que l'on entend déjà à propos de ce comité franco-italien, même si ce n'est pas lui qui était à l'origine d'une institution, Pierre était un entrepreneur. Il savait à la fois créer et faire fonctionner des structures pour faire progresser des terrains nouveaux. À Sciences Po, ce fut le CHEFS, le Centre d'histoire de l'Europe du XXe siècle, et pour l'immigration, ce fut ce fameux CEDEI créé en 1983. Outre le lien scientifique, enfin, outre le lien personnel lié à son histoire, le lien scientifique avec les relations internationales que j'évoquais tout à l'heure, l'histoire de l'immigration était aussi une urgence dans la France des années 1980. Le contexte était à la montée xénophobe, le premier succès du Front National date justement de 1983, et cela stimula la recherche naissante sur l'histoire d'une France, pays d'immigration. Et sous la houlette de Pierre, le CEDEI devient le pôle majeur de recherche sur l'émigration italienne. Pendant 2 décennies, se sont succédés les thèses, les colloques, les publications initiées dans ce cadre. Et Pierre Milza devint, par la même occasion, fut aussi, après être l'historien de l'Italie contemporaine ou du fascisme, fut dès lors identifié comme celui de l'immigration italienne. Alors, dernier mot, avant de vous présenter ceux qui vont vous en parler, il faut bien voir qu'il s'agissait là aussi d'une structure franco-italienne, demeurée binationale dans ses réseaux et ses financements, et surtout le lieu de rencontre permanent entre les historiens français et italiens qui mutualisaient les avancées de la recherche, laquelle était en progrès parallèlement dans les 2 pays. C'est pourquoi nous avons réuni ici des amis et collaborateurs français et italiens de Pierre, et grand merci aux amis italiens qui, malgré un agenda chargé et en partie à leurs frais, ont tout de suite répondu présents à notre invitation. Alors, s'exprimeront tour à tour Michel Dreyfus, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste entre autres de l'histoire du syndicalisme et des mouvements sociaux. Il fut l'un des membres fondateurs du CEDEI, on l'a dit, et a remplacé Pierre comme président à partir de 1995. Antonio Becchelloni, qui fut maître de conférence en civilisation italienne à l'Université de Lille, est toujours directeur du CEDEI. Précieux lien entre la France et l'Italie, il fut également le directeur de publication de la revue La Trace et demeure le gardien des archives. Paola Corti, professeure à l'Université de Turin, est l'une des principales historiennes de sa génération sur l'histoire de l'émigration en Italie. Elle a notamment beaucoup travaillé sur l'émigration piémontaise et a coordonné le tome sur l'émigration de la Storia d'Italia Einaudi qui a été publié en 2009 avec la collaboration pour ce volume de Matteo Sanfilippo. D'abord, effectivement, dans cette soirée consacrée à un hommage pour Pierre Milza, il est tout à fait normal que ça se passe à la Maison d'Italie, parce que le CEDEI dont nous allons parler a été, l'histoire du CEDEI est complètement associée, liée à celle de la Maison d'Italie. C'est effectivement là qu'a été fondé le CEDEI en février 1983, à partir d'un colloque, le colloque Gobetti, dont il a déjà fait allusion, et la fondation du CEDEI s'est faite formellement un peu plus tard. Elle s'est faite autour de Pierre, avec 4 noms que je voudrais citer: Aldo Vitale, dont Roberto qui en a déjà parlé, Alberto Cabella, qui était professeur à l'Institut culturel, bon, j'étais moi-même secrétaire général, et bon, donc nous étions 5. Il y a eu un certain nombre d'autres collègues qui sont associés, je pense en particulier à Rossana Vaccaro et Bruno Groppo, qui sont ici dans cette salle, et bien d'autres, et je pense qu'Antonio va parler plus longuement de ce que nous avons fait. Moi, je voudrais parler de la création du CEDEI, qui s'est fait de façon un peu compliquée. Il faut regarder un peu ce qui se passait avant. J'étais à l'époque conservateur
en charge de l'Italie, notamment à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, l'actuelle contemporaine, et j'avais entre autres comme charge de m'occuper de ce qu'on appelait les dons, c'est-à-dire faire entrer auprès des militants, auprès des associations, les archives, et c'est comme ça qu'en 1980, j'avais pu faire entrer les archives très importantes de Lydia Campolangi, qui avait, dont le père, vous le savez, avait joué un rôle tout à fait important dans l'immigration italienne. Et par son intermédiaire et par sa générosité, que je tiens à saluer ici, j'ai pu faire entrer à la BDIC, on peut toujours les consulter, des centaines de livres, toujours de brochures, etc., qui ont été extrêmement importants. Poursuivant dans ce type d'action, j'ai pu, l'année suivante, faire entrer un certain nombre non négligeable d'ouvrages d'une autre fille d'un socialiste italien qui s'appelait Atia Rafuzzi. Et je crois que, si je me souviens bien, j'avais été mis en contact avec elle par quelqu'un dont je veux citer le nom, qui était important aussi dans les débuts du Chalet, Robert Paris, qui était à l'époque, qui travaillait à l'école des études, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui était aussi extrêmement versé, tout à fait, qui a publié un ouvrage pionnier remarquable sur les origines du fascisme en Italie, et qui était tout à fait versé dans ces questions. Alors, le Chalet a été fondé donc à cette époque, et Chalet, cet acronyme, j'insiste, sur centre d'études et de documentation sur l'immigration italienne. Et effectivement, l'entreprise était nouvelle, elle était pour trois raisons. La première, c'est que une des tâches du Chalet, et c'était dit, et c'était formulé d'ailleurs dans une publication de la BDIC peu après cette époque, c'était de rassembler tout ce qui était possible comme documentation sur l'immigration italienne, que ce soit des livres, des brochures, des almanachs, des périodiques, des photos, des témoignages, etc. Bon. Toutes choses qui paraissent absolument normales aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ça n'était pas du tout. Ça n'est pas du tout. Et je rappelle simplement qu'en 1977, donc fort peu de temps avant, un archiviste, il est mort maintenant, qui s'appelait Calvignac, Roger Calvignac, avait émis dans la Gazette des Archives l'idée qui paraissait complètement saugrenue à l'époque, ou plutôt originale et utopique, que les archives pourraient aussi, après tout, s'occuper, les archives de France, les archives nationales, les archives départementales, pourraient aussi s'occuper de recueillir des archives de militants. Encore une fois, c'est des évidences maintenant, mais à l'époque, ça n'était pas. Et de ce point de vue-là, le travail qui a été fait par le Chalet, qui voulait faire et qui a fait un travail de collecte, et pas seulement à Paris, mais qui a impulsé autant qu'il a pu un travail de collecte d'archives et de documentation dans toute la France, était d'une grande nouveauté. Et bon, quand on est là encore, pour situer un peu ce genre de choses, les archives de France ont fini par s'intéresser aux archives de l'immigration. J'ai été un de ceux qui ont impulsé les 4 catalogues énormes publiés par les archives de France sur l'histoire de l'immigration en France, et pas seulement italienne, mais toutes les immigrations. Mais ce travail a commencé dans les années 90 et achevé à la fin des années 90. Donc, de ce point de vue, l'initiative du Chalet en matière de collecte, en matière de recherche documentaire, et bon, les historiens ont absolument besoin des archives, c'est absolument indispensable, était tout à fait nouvelle et tout à fait originale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est nouveau aussi, qu'il faut souligner, c'est que cette recherche de documents ne concernait pas que Paris et la région parisienne, mais nous avons essayé de mettre en place tout un réseau qui recouvrait toute la France, avec plus ou moins de succès, mais donc les régions où il y avait fort à faire, où il y avait une immigration italienne qui avait peu laissé de traces, donc que ce soit l'Aquitaine, le Sud-Est, bon, la région parisienne bien sûr, mais aussi la Lorraine, la région Lorraine et la région lyonnaise. Donc là aussi, tout un travail a été fait, et cette activité nationale du Chalet a porté ses fruits, plus ou moins, mais là aussi, c'était quelque chose de novateur. Troisième point, et ça a déjà été un peu dit par Marie-Claude, mais il faut le redire,
l'histoire de l'immigration à l'époque, et en dépit de certains travaux qui ont été faits, qui ont déjà été cités ici, on était en ses débuts en France. Et de ce point de vue, encore, le Tchèlei s'inscrivait dans une nouveauté, dans une originalité. Et alors, je ne veux pas faire une historiographie de l'immigration, mais je rappellerai quand même simplement qu'on s'intéressait principalement, les premières écoles du Tchèlei ont été marquées par cela, à ce qu'on appelle l'immigration politique et essentiellement antifasciste. Il n'empêche que Pierre Milza nous a dit, mais il y a aussi une immigration fasciste, et il a attiré notre attention là-dessus, ce qui a parfois été importante, et on sait qu'en histoire, ce qui est important n'est pas forcément ce qui est toujours le plus étudié. Il y a parfois des effets de lumière et d'ombre qui jouent à des faveurs. Bon. Mais rapidement, le Tchèlei, et ça je pense qu'Antonio va en parler prochainement, enfin après moi, le Tchèlei est passé à ce qu'on appelle l'étude de l'immigration économique, c'est-à-dire pas seulement les exilés politiques, qui constituaient environ 10 à 15% de l'ensemble des Italiens émigrés en France, mais simplement des Italiens qui étaient venus en France chercher du travail, passer les pauvres, etc. Et là, il y a toute une évolution, on le voit à travers les publications nombreuses du Tchèlei, qui, sans abandonner l'histoire de l'immigration politique, est passé très largement, a évolué très largement vers une étude de l'immigration économique. J'ajoute une chose, le Tchèlei a fait des émules. Le Tchèlei a fait des émules dans la mesure où il s'est créé à la même époque, un peu après, mais peu de temps après, je crois, d'une part un centre d'études sur l'immigration espagnole, qui est aussi très importante dans les années 30 et même avant la guerre d'Espagne, et un centre d'études sur l'immigration portugaise. Christine Tavares pourrait en parler un peu ce soir. Donc, de ce point de vue aussi, le Tchèlei a eu un rôle pionnier et a fait des émules, et évidemment, on ne peut que, comment dirais-je, que s'en féliciter, qu'on peut le souhaiter. Alors, pour conclure, je voudrais dire deux ou trois choses. Premièrement, il y avait évidemment, comme dans toutes les associations, des personnalités au caractère extrêmement différent. Et, de ce point de vue, entre Alberto Cabella, Robert Paris et d'autres, il y avait des caractères qui n'étaient pas forcément les mêmes, il n'était pas toujours facile de faire travailler les uns les autres, mais disons que Pierre tranchait sur 3 points, et Pierre a vraiment été le pilier du Tchèlei à cette époque, pendant les 12 ans qu'il a présidé. D'une part, par son autorité scientifique qui était absolument indiscutable, et on a rappelé déjà un certain nombre de ses travaux, et bon, là, il nous montrait la voie, il nous donnait l'orientation, et c'est vraiment lui qui sentait les choses, qui vraiment était notre boussole en quelque sorte. Deuxièmement, Pierre était ce que j'appellerais un entrepreneur de culture, c'est-à-dire que il n'était pas du tout confiné dans ses recherches, mais il voulait aussi, il voulait impulser un certain nombre de travaux, il poussait un certain nombre de gens, j'en sais quelque chose, je lui dois beaucoup, pour que justement il se développe, qu'il travaille, et pas seulement sur les terrains qui étaient probablement les siens, mais sur d'autres. Je sais que par exemple, il a accueilli dans sa collection, il dirigeait une collection chez Complexe, 12 ouvrages, un sur les communistes, un sur les socialistes. Donc il était vraiment un entrepreneur de culture extrêmement important qui rayonnait et qui diffusait autant que possible. Et je terminerai, et ici je rejoins ce que disait Ralph, il y avait une chaleur humaine absolument extraordinaire chez lui. Et je ne voudrais ici citer qu'un témoignage, un seul. Nous sommes allés voir Lydia Campolonghi peu de temps avant sa mort. Elle était déjà très mal. Et là, vraiment, j'ai mesuré, je ne savais pas trop comment faire, j'ai mesuré vraiment la chaleur humaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéressait bien au-delà de l'université, mais qui s'intéressait aux gens. Et je voudrais terminer par vraiment cette chaleur humaine que j'ai conservé et auquel il faut rendre hommage. Merci. Quand j'ai lu la nouvelle de la mort de Pierre Milza,
j'ai eu des flashbacks immédiats qui m'ont ramené notamment vers 3 occasions où je l'ai rencontré. La première, c'est les souvenirs de ma lecture de ses premiers textes écrits, on l'a cité avant, c'est qui me l'ont fait connaître et apprécier dans les années 70. La seconde est un souvenir personnel qui remonte à mes premières visites à Paris en raison de la désormais très lointaine recherche collective soutenue par la Fondation Essella. Et la troisième se réfère précisément à voyage en Italie et à la note de recherche que j'ai écrite pour une revue italienne l'année même de sa sortie en librairie. En ce qui concerne les premiers écrits de Missa que j'ai lus, je me réfère à 2 de ses essais des années 70. Dans les deux cas, j'applique que c'était la thèse de Missa, dans les deux cas avait reconstruit la géographie et l'histoire des Italiennes en France entre fin du 19e et début du 20e siècle. On était au début des années 80 et j'étais impliquée dans les recherches que j'ai nommées et pour prendre en charge précisément l'émigration des Viennesi en France. Et c'est des écrits mineurs, bien sûr mineurs maintenant, et maintenant presque oubliés dans la riche production bibliographique de Missa, furent pour moi une sorte de guide parce que pour moi c'était un nouveau sujet d'étude. Et par conséquent, lorsque je suis arrivée à Paris et quand je suis entrée en contact avec les nouveaux centres de recherche, les CDI, la rencontre avec Pierre Missa a été une véritable émotion pour moi. Et l'effet le plus surprenant a été la simplicité, la chaleur humaine dont a parlé de Missa, qui m'a offert immédiatement son aide, une aide pratique très importante. Missa et sa femme ont mis leur appartement à ma disposition et à celle d'Ada Lonni, la collègue et amie qui a partagé avec moi l'expérience de la recherche en France. Une amie qui a malheureusement disparu il y a quelques années. Et les époux Missa, à ce moment-là, déménageaient en Bretagne seulement pour l'été et ils nous ont laissé leur joli appartement près de l'école militaire. Et à cette occasion, donc, j'ai pu parler avec Missa de son origine italienne, près de Parme, et nous avons aussi trouvé des connexions avec des amis et des connaissances communes à Parme, où j'étais souvent à ce moment-là par motif personnel. Et les courts séjours dans l'appartement n'a pas été seulement une nouvelle expérience qui m'a permis d'entrer en contact avec une dimension quotidienne inattendue de la famille Missa, absente mais très présente avec ses propres traces partout. Mais aussi, il m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses sur la dimension de Paris au-delà des images des cartes postales, un quartier nouveau pour moi. Mais la rencontre la plus intéressante avec Missa a certainement été la lecture surprenante de son voyage en Italie. En 1993, l'année de sa première publication, j'ai collaboré avec l'Indice dei Libri del Mese, la revue mensuelle torinoise bien connue et largement lue en Italie. Et j'ai décidé d'en faire une note de lecture, en particulier pour l'espace réservé aux livres à traduire et à publier en Italie. J'étais profondément convaincue que ces livres devaient arriver en Italie, tout d'abord pour que je puisse l'utiliser pour mes propres cours universitaires, et aussi pour les faire connaître à un public plus large de lecteurs italiens, tout aussi ignorants sur la connaissance de leur passé des pays des migrants, italiens toujours prompts à crier contre les nouveaux immigrants. Il ne faut pas oublier que seulement quelques années auparavant, il y avait eu les malheureux incidents des Albanais enfermés dans les stades de la ville de Bari et renvoyés ensuite chez eux.
c'est l'épisode rappelé par l'hommage de Gianni Amelio dans son beau film L'América. Et l'on était seulement qu'au début de tout ce qui passe maintenant. Pour toutes ces raisons, un livre comme Voyage en Italie me semblait particulièrement intéressant pour le public italien qui connaissait Missa à travers d'autres livres sur l'histoire de l'Italie, en particulier sur les fascismes. Et il faut dire accessoirement qu'après sa mort, ce sont seulement ces livres-là que la presse italienne a rappelés. Parmi tout ce que j'ai lu dans la presse italienne, je regrette de n'avoir pas trouvé de référence au Missa, auteur du voyage en Italie ou historien de l'immigration italienne en France. Et j'espère, comme je l'ai dit à Marie-Claude, qu'on pourra le faire bientôt dans d'autres revues italiennes plus qualifiées. Mais en revenant au livre, il est évident que je ne suis pas ici pour rappeler tout ce que nous savons très bien, mais certainement la partie qui m'a le plus surprise dans ce livre, c'est l'inattendue autobiographie de son auteur, le rigoureux et illustre professeur universitaire de France. Bien qu'en réalité, avec ce livre, Pierre Missa a eu surtout, selon moi, le grand mérite de recueillir et de résumer avec sa lecture intelligente, extraordinaire et personnelle les résultats de toutes les recherches régionales, locales et monographiques qui ont été menées en France jusqu'aux années 90. Une vaste production également développée grâce à l'activité du CDI dont nous avons senti maintenant et que Antonio Becchelloni expliquera mieux que moi. Mais son histoire franco-italienne est devenue la partie la plus largement lue car l'auteur résumait à la première personne les larges débats internationaux sur l'identité des différentes générations d'Italiens qui à ce moment-là impliquaient des chercheurs qui avaient connu à leur tour l'expérience migratoire aux États-Unis, en Argentine ou dans d'autres pays de l'immigration italienne, sans être en mesure de faire les courageux et intelligents sauts autobiographiques de Pierre Missa. De plus, à travers ce genre de confessions-révélations faites par un grand universitaire, un illustre universitaire, ce livre a donné du prestige historiographique à la reprise plus généralisée de la mémoire de ces racines qui étaient en cours parmi les nouvelles générations d'Italiens en France. Et cette même importance, le livre l'aurait peut-être obtenu en Italie si l'on l'avait traduit et diffusé dans les universités italiennes, dans les lieux de culture, comme je l'avais proposé. Il s'agissait de jouer un rôle de dévoilement et de rédemption sociale vis-à-vis du passé migratoire du pays, oublié ou caché délibérément. Mais comme cela s'est produit pour de nombreuses d'autres initiatives culturelles importantes, de même la traduction de l'extraordinaire voyage en Italie de l'extraordinaire Pierre Missa reste l'une des opportunités manquées de notre pays. Merci. Antonio. Moi je commencerai, c'est tout à fait involontaire, je vais par contre lire ma voisine. Parce que je commence par citer Emilio Gentile. Le grand historien italien du fascisme termine son bel hommage rendu à l'ami Pierre dans le supplément culturel de Sole 24 Ore, peu de jours après son décès, par ces mots que je vais de prendre en mon compte ici ce soir et qui vont un peu dans le sens qu'on vient d'entendre. Maintenant que Pierre n'est plus parmi nous, son historiographie continuera de vivre dans la contemporanéité de ses œuvres. Dans la mémoire de l'amitié restera l'image d'une personne animée par une vitalité joyeuse, au regard souriant, sournois, ironique, sur lesquels on entrevoyait cependant une ombre de mélancolie. C'est là, au terme d'un très long article qui est consacré à l'ensemble de l'œuvre de Pierre Missa et qui commence justement par évoquer son origine par les pères venant de Bardi, dans la province de Plaisance, et par évoquer les livres Voyage en Italie comme le plus beau livre qu'il avait écrit.
C'est une incise. Dans le cadre du CDI, dont nous sommes ici réunis pour commémorer les présidents et un des principaux promoteurs, nos relations n'étaient pas marquées par le fait d'appartenir les uns et les autres à la même corporation ou à la même confrérie universitaire, ni par des rapports soit des collègues, soit des maîtres à élèves. Non pas que Pierre n'était pas à son aise dans ces cadres-là, bien au contraire, il y évoluait avec aisance et il avait su conquérir l'estime et l'affection à la fois de ses maîtres, de ses collègues et de ses élèves. Nous l'avons bien mesuré par tout ce qui a été dit et montré hier soir dans l'hommage qui lui a été rendu 56 rue Jacob. Mais les CDI étaient autre chose. Une association loi 1901, à l'origine de laquelle avait joué un souci partagé de tenir tant que faire se peut le deux bouts de la mémoire savante et de la mémoire vivante, à la fois de l'exil politique, d'où la présence dans notre bureau d'une personnalité tellement emblématique qui a été évoquée tout à l'heure, de cet exil comme Lydia Campolonghi, et donc les deux bouts de l'immigration, de l'exil politique et de l'immigration économique. D'où, entre autres, notre volonté affichée, même si souvent des difficiles réalisations, de s'adresser aussi aux associations d'immigrés existant en France et de nouer avec elles un dialogue. Or, Pierre était en parfaite syntonie avec cette dimension-là de notre groupe. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, Marie-Claude l'a bien rappelé, que les CDI s'est désintéressé de la recherche scientifique selon les règles universitaires communément admises. Les nombreux colloques organisés sous sa présidence et dans lesquels il a toujours joué un rôle moteur l'attestent également. N'empêche que, au-delà de cette dimension-là, devenue au fil du temps prépondérante, il y avait aussi celle de la rencontre physique avec les personnes, de la visite au lieu. Sur ces registres, comment ne pas évoquer en premier lieu la revue, la trace? Ceci dans le prolongement de ce que je viens de dire pour deux raisons. D'un côté, la revue a essayé tout au long de son histoire de réserver un espace à la vie des associations d'Italiens en France, mais aussi de rendre compte d'activités liées à l'immigration qui n'étaient pas toutes, loin de là, rattachées au registre de la recherche universitaire. Mais ce n'est pas là le point principal en ce qui concerne le souvenir de Pierre. Le principal, c'est que c'est lui qui avait trouvé les si beaux titres de la revue en s'inspirant d'un film de Bertrand Tavernier qui était apparu sur les écrans français en 1983 justement, l'année de la naissance du CDI. Comment ne pas évoquer, toujours sur ces registres, une rencontre mémorable d'octobre 1988 à la préfecture d'Agen, dans les Lot-et-Garonne, lors de laquelle, devant les représentants de l'importante communauté italienne, des autorités temporelles et spirituelles, l'évêque d'Agen était aussi de la partie des autorités locales, Pierre put étaler toute sa très versatile capacité de séduction. Capacité de séduction qui nous fut, à moi et à Michel Dreyfus, d'un très grand secours pour faire patienter l'assistance devant les retards des amis italiens venus de la lointaine Vénétie, parmi lesquels l'ici présent Emilio Franzina, qui, suite à des intempéries légendaires qui le frappèrent dans le sud-est de la France, répliquèrent avec l'air brave, petite 2 chevaux, les péripéties des primo-migrants des générations du temps jadis. Mais j'aime ici évoquer, et ce sera le mot de la fin, un autre aspect de l'ami Pierre qui me revient souvent. On a évoqué hier soir à Sciences Po l'amour de Pierre pour les voitures. Il nous est arrivé d'en discuter, notamment d'une Alfa Romeo qu'il aimait tout particulièrement, en dépit des mauvais tours qu'elle pouvait lui jouer. Néanmoins,
N'ayant fréquenté Pierre à quelques rarissimes exceptions près que dans les cadres parisiens, je ne lui ai jamais connu de voiture. En revanche, à moi, banlieusard, obligé d'emprunter systématiquement sa propre voiture pour nos réunions diverses, il m'est souvent arrivé de déposer Pierre et souvent aussi Eliane chez eux, puisque leur domicile du 15e était sur mon chemin. À cette occasion, je me rappelle encore avec quelle délectation il écoutait les cassettes. Ben oui, c'était encore l'époque des cassettes, avant les CD, et à plus forte raison avant les clés USB. Les cassettes donc des chanteurs italiens comme Francesco Guccini, Fabrizio De André, Paolo Conte, Giovanna Marini et d'autres dont j'ai disposé en abondance. C'était là un autre volet de son intérêt et amour pour l'Italie. Merci. Seulement pour répliquer à la chose qu'a dit Antonio Beccoloni, j'avais une version plus longue, mais je me référais surtout à la presse Corriere della Sera, Gazzetta de Parma et Il Secolo d'Italia, un journal très nostalgique du fascisme et qui a tenté de s'approprier les laïcs et antifascistes Milsa pour en faire seulement un biographe de Mussolini. Ça m'a fait indigner et c'est pour ça que je dis ce que je dis. Alors, on a évoqué tout à l'heure le nom de Manuela Martini, dont le laboratoire a participé à notre manifestation. Elle m'a donc communiqué un texte. Alors, Manuela est italienne à l'origine et elle est aujourd'hui professeure à l'Université de Lyon. Elle ne peut pas être présente à cause d'une réunion décisive pour son labo, mais elle a commencé, elle aussi, avec Pierre Milza, un parcours qui s'est intéressé en particulier aux entrepreneurs italiens. Dans le cadre du CEDEI, c'est là qu'elle a commencé ses recherches sur les lieux d'origine des Italiens de Nogent, collaborant en quelque sorte à mes propres travaux. Alors donc voici le texte qu'elle écrit. Si je travaille depuis une vingtaine d'années sur les maçons migrants et leurs entreprises, je le dois en grande partie à mon intégration à partir de la rentrée 1989 à l'équipe du CEDEI dirigée par Pierre Milza, d'une main ferme, en italien, on dirait con piglio autorevole, au demeurant tout à fait bienveillante. J'ai été associée aux recherches engagées sur les Italiens de région parisienne grâce à une bourse Sandro Pertini accordée pour le CEDEI par le ministère des Affaires étrangères italien. En tant que spécialiste de l'histoire des campagnes italiennes, je fus chargée de reconstituer les parcours des montagnards de Parme et de Plaisance qui se rendaient dans la banlieue est. Et les vallées de la Nouvre, du Ceno, du Trebbia, étaient au point de départ de la trajectoire qui allait transformer en Italiens de Nogent ces émigrants, ceux-là même que Pierre Milza et Marie-Claude Blanchaléard ont fait découvrir à un large public avec le Nogent des Italiens, paru en 1995 et dans bien des travaux de ces années 90, période d'intense activité pour le CEDEI. Je me suis rendue une première fois en 1990 dans ces montagnes. À mon retour à Paris, je me souviens d'une discussion avec Pierre Milza à un colloque du CEDEI ou à l'une de ces réunions qui à l'époque se tenait à l'Institut culturel italien. Il ne savait pas que j'étais partie sur le terrain et fut très frappé et intéressé par ma démarche. Il écoutait attentif et m'interrogeait sur les sources, les lieux. Il n'était certes pas spécialiste de l'histoire sociale des montagnes émiliennes, mais lorsque je lui parlais de ces lieux, à la fois si à l'écart du monde industrialisé, si remarquablement insérés dans des circuits de mobilité de longue distance, il était clair qu'il comprenait très précisément de quoi il était question. Les montagnes des Apennins lui étaient familières. Il s'agissait de ces montagnes. J'ai connu plusieurs fois en France le sentiment de partager la connaissance intime de ces espaces avec les migrants de la première génération, plus rarement avec des franco-italiens de la deuxième. Du coup, chaque fois qu'il m'est arrivé de croiser des Milza dans mes recherches,
j'ai noté scrupuleusement leur histoire, par exemple, celle des cousines Milza de Nogent, épouses de deux Ponticelli, neveu du Lazare Ponticelli, le dernier des poilus, qui pour moi était un de mes montagnards, devenu maçon à Nogent, puis tâcheron, puis entrepreneur de montage-levage. J'avais l'idée qu'un jour l'occasion serait venue de parler de ces Milza avec Pierre, pour tenter d'identifier une éventuelle parentèle, ou tout simplement pour le plaisir d'évoquer avec lui le nom de son père. Des Milza, j'en ai la diapositive. Ah oui, très bien. Des Milza, j'en ai rencontré de plus en plus depuis que j'ai entamé une nouvelle recherche pour comparer les entrepreneurs maçons de Ferrières aux entrepreneurs restaurateurs et vendeurs de glace, restaurateurs et vendeurs de glace de Bardi et d'une vallée du pays de Galles. Je suis certaine que cela leur est amusé d'entendre les histoires de leurs affaires de famille au-delà de la Manche. Voilà donc pour le texte de Manuela. Je vais maintenant vous présenter notre dernier orateur, Éric Vial, qui lui aussi fut parmi les membres les plus actifs du CEDEI et est l'un des tout premiers thésards de Pierre Milza. Ses travaux ont porté sur l'histoire des fuoriusciti, des exilés politiques. Il a été l'un des premiers Français à exploiter les fiches du Casellario Politico Centrale aux archives de Rome. Il est professeur à l'université de Cergy-Pontoise et va nous proposer une sorte de présentation conclusive après un message de Jean-Yves Frétinier. Alors, effectivement, Jean-Yves Frétinier, qui est ancien élève de Pierre Milza, qui est un spécialiste du 19e siècle, qui enseigne à Rouen, ne peut pas être parmi nous pour des raisons de santé, pas très graves, mais franchement immobilisantes. Il a envoyé un courrier remerciant Marie-Claire pour le travail qu'elle a fait, ça a déjà été fait, mais autant le refaire, et j'aimerais bien le refaire aussi, évoquant par ailleurs le double signe de l'amitié que l'on doit à Pierre et de la reconnaissance scientifique due à Milza, insistant aussi sur ses propres liens avec Pierre et Eliane et les conversations qui renforçaient les sentiments qu'il éprouvait et qu'il éprouve toujours à lire ses ouvrages, et tout particulièrement ses biographies et ses essais sur l'histoire italienne. Il évoque le souci de la clarté et de la rigueur, bien évidemment, mais aussi deux autres choses. En premier lieu, la nécessité pour l'historien de ne pas s'enfermer dans une spécialité étroite. Le contraire faisant perdre de vue l'universel porté par l'historien, goût de l'universel qui lui permet de s'adresser au grand public dans le sens noble du terme, car, je continue à citer Jean-Yves, l'historien ne peut pas, ne doit pas être seulement le savant qui participe au séminaire, aux logiques internalistes à l'université. Il ajoute que cela, il l'a compris de Pierre. En second lieu, il explique, toujours au sujet de Pierre Milza, que le souci qui lui était chevillé au corps de parler au plus grand nombre sans jamais verser dans la simplification, lui venait, il lui l'a explicitement affirmé, de son goût pour la philosophie, ajoutant qu'il n'entend pas faire de Pierre Milza un historien qui aurait privilégié l'étude des seules idées, sa polémique de très haute tenue avec Zesternel en témoigne assez, j'y reviendrai, et aurait tenu pour secondaire la sphère des sentiments et des émotions, car si tel était le cas, pourquoi aurait-il fait le choix d'écrire des biographies et de réfléchir sur le rôle joué par les opinions publiques? Mais il ajoute, lui, qu'il souhaite insister sur sa méthode, qui est de rassembler le divers des événements et de les ordonner autour de grandes problématiques faisant sens. Bref, qu'il s'agit d'ordonner le réel pour lui donner sens, et non pour vagabonder dans les méandres de la réalité. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé de bon maître Hulon et son histoire vagabonde, mais ça c'est une autre histoire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de différences. Et il termine son message en écrivant « Merci Pierre pour ces deux belles leçons que je me suis modestement efforcé de faire miennes. » Voilà, c'était le message de Jean-Yves Frétinier. Et bon, ben voilà, Marie-Claude l'a dit, nous sommes presque à la fin de cet hommage et nous ne pouvions tout évoquer. Être ici à la Maison d'Italie impliquait d'insister sur l'Italie et sur l'émigration. Le CEDEI a été créé, on l'a dit et redit, mais je pourrais aussi, en agitant les volumes, il est arrivé à Pierre Milza de plaisanter là-dessus, de me charrier avec raison, parler des manuels écrits avec Zerberstein, dans lesquels des générations de collégiens et de lycéens ont appris l'histoire et qui ont été réédités hors cadre scolaire, comme ça montre ce volume. Je ne suis pas certain que ce soit arrivé à beaucoup d'autres manuels scolaires en histoire, à part Malais et Isaac. Tout
Bernstein et Milza, ça couvre bien le champ historiographique. Parler d'autres livres encore, écrits en totale coopération, à quatre mains, toujours avec Bernstein, pondéreux tout de même, ou de grandes perspectives, des manuels universitaires sur les relations internationales, ou un essai comme son histoire du nouveau désordre mondial, ou même encore tel recueil de documents un peu oubliés, parus sur la France du siècle écoulé. Du papier très très mince, c'est un pavé monstrueux en réalité, façon Pléiade. Mais chacun parle de son expérience et de ses intérêts, et la multiplicité des apports de Pierre Milza se reflète dans celle de nos souvenirs, de ce qu'il nous a apporté, et qui renvoyait pour chacun, je crois, aux aspirations de chacun et aux besoins spécifiques de chacun. Jean-Yves Frétinier, par exemple, parlait de philosophie. Moi, je serais volontiers beaucoup plus terre à terre. Chez l'historien du fascisme italien, mais aussi du fascisme français, et puis, bien au-delà, je suis surtout frappé par le souci de comprendre, de ne pas plaquer du préfabriqué, de s'intéresser à l'humain, au-delà même des forces profondes de nos relations internationales. Et pour ce qui est d'un fascisme français, c'est sans doute ce qui fait que Zef Sternel, pour une fois un livre qui n'est pas de Milza, tout en maintenant sa part des polémiques, s'est senti obligé de saluer Pierre Milza, qui avait tenu compte de l'ensemble des positions et des réalités, d'ailleurs peut-être parce qu'un livre lui offrait plus de place pour cela qu'un article, mais après tout c'est lui qui avait choisi d'écrire tout un livre, celui-ci, ceci même si Sternel oubliait un peu que la conclusion du dit livre n'était pas très différente de celles des autres historiens français, que lui-même fustigeait parce qu'il soulignait ces généralisations un petit peu aventurées. En fait, il y a des fascistes français, mais surtout des forces antidémocratiques de nature différente, et qui ne triomphent provisoirement que grâce à une catastrophe militaire. Quant aux racines françaises du fascisme italien, on les retrouve aussi au-delà des Alpes. Toujours chez Pierre Milza, avec la grosse biographie, énorme étant réservée des Felice, avec la biographie de Mussolini, on retrouve le souci de l'humain, la volonté de ne pas schématiser, contrairement à ce qu'il faut faire en 10 minutes, face à un personnage qui n'est ni un monstre ni un psychopathe, mais probablement, résumé qui m'est personnel en termes trop familiers, un bof de plus en plus coupé du réel et de l'humain justement. Mais dont Pierre Milza disait qu'il n'arrivait même pas à le détester en tant qu'homme. Il ne parlait pas là de la politique menée. C'était sans doute un héritage de cette gigantesque biographie de De Felice. Alors sur le moment, il y a eu certes en France contre cette attitude quelques indignations vertueuses, beaucoup moins que contre celle-même de De Felice en Italie, et puis c'était des indignations journalistiques bien plus qu'historiennes. Le moindre intérêt pour le sujet ici qu'en Italie a pu jouer, mais aussi tout de même la personnalité de Pierre Milza, son rayonnement. Toujours à propos de Mussolini, non seulement comprendre l'individu n'était pas justifier sa politique, au contraire peut-être, mais encore ça n'empêchait en rien une fermeté sur les principes. Principes démocratiques tout simplement, je ne crois pas, mais on l'a dit, que ce soit par hasard, si parmi les toutes premières potentialités, enfin parmi, excusez-moi, les nombreuses potentialités d'une thèse d'État monumentale, que je n'agiterai pas, qu'on a vu en image, Pierre Milza s'est engagé dans l'histoire de l'immigration avec le Tchédaï, on y revient, on n'en sort pas, au début des années 80, c'est-à-dire au moment, Marie-Claude l'a rappelé, où un parti a découvert que l'hostilité à l'immigration présente était une ressource politique rentable et qu'il était facile de prétendre que l'on n'avait jamais vu ça. L'historien, entre autres, du massacre d'Aigues-Mortes, la couverture de la thèse, c'est la manifestation italienne contre le massacre d'Aigues-Mortes devant l'ambassade. Bon, l'historien, entre autres, du massacre d'Aigues-Mortes avait des choses à dire, comme d'autres, et en particulier Ralph Shore ici présent. J'ajouterai que si le souci de précision a pu amener Pierre Milza à dire que le Front National n'était pas fasciste, le même souci l'amenait à dire qu'à tout prendre, il préférait encore le fascisme italien à Vichy et à ses héritiers, et les soldats du général De Castiglione protégeant la synagogue de Nice aux enfants de Pétain qui l'attaquaient. Le « à tout prendre » avait d'ailleurs quelque importance. Il racontait aussi qu'à New York, je crois, invité, il avait été confronté au chef du parti évoqué, qui avait pris de haut le professeur, l'intellectuel, mais qui s'était vu rappeler que tous deux s'étaient déjà rencontrés longtemps auparavant, autour d'une table de café du quartier latin, mais chacun tenant à la main une chaise et essayant de sommer l'autre. Suite à cette révélation, le politicien amateur de la force s'était brusquement attendri face aux anciens combattants. Cela ne semble pas avoir été parfaitement réciproque. Il ne faut tout de même rien exagérer. En tout cas, le souci du réel et de l'humain se lie aussi, au-delà de ce qu'on peut dire sur le fascisme, dans le goût marqué pour les biographies et la réussite en ce domaine. De même que s'il lie le souci de lier,
comme le disait dans nos travaux préparatoires Marie-Claude Blanchaléard, le grand angle est l'infiniment proche, le général et l'individuel. Et aussi le souci d'équanimité, de compréhension. Bon, sans doute plus facile, plus immédiate avec Garibaldi. Encore fallait-il, mais Pierre Milza savait le faire, éviter de l'enthousiasme justement à la garibaldine, que quand il s'est agi pour ce qui était... excusez-moi évidemment, j'ai montré mauvais. Ce que c'est que de ne pas regarder. Que lorsqu'il s'est agi, vous avez deviné, pour hélas, ce qui a été son dernier livre, de Pie XII, le voilà, mais celui-ci a amené à chercher la réalité face aux images d'Épinal, et le livre a été salué, entre autres, mais c'est significatif, par La Croix. Excellent journal aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais tout de même assez éloigné des horizons de Pierre Milza. Sinon, métaphysique, je n'en sais rien, on a vu que le chant grégorien avait pu lui donner envie de croire, mais en tous les cas, ecclésiologique et concret. Le souci de comprendre et celui du réel prévalait bien. J'ajouterais que tout ceci allait fort bien avec un humour sur lui-même, Michael Canonica l'évoquait, qu'il s'agisse d'écrire comment, adolescent inconscient, il était arrivé pour la première fois en Italie, dans la tenue alors à la mode en France, popularisée par Yves Olive, Yves Montand, après la Libération, c'est-à-dire une chemise noire qui fut diversement commentée. Ou, pour raconter comment il avait repéré un Milza dans les dossiers de surveillance de la police mussolinienne, le Casellario Politico Centrale, avait esquissé une certaine fierté, puis s'était aperçu que c'était un ivrogne condamné au point fino pour avoir tabassé son âne en l'appelant Mussolini. Enfin, le souci du réel, de l'humain, renvoie à ce que je ne peux pas assez développer, mais par quoi je veux terminer. Le souci concret des étudiants, on l'a déjà vu avec le texte d'Andrea Cavallari, le souci des doctorants, pour ce que j'en sais, bien que je n'ai pas été doctorant de Pierre Milza, enfin j'ai fait mon HDR avec lui, moins pour ce qu'ils étaient en train d'écrire. Je crois qu'on a rappelé hier qu'il avait dit quelque part qu'il ne savait pas s'il avait été un bon patron, mais qu'il avait été un bon parrain. Il avait été les deux. Moins donc pour ce qu'ils étaient en train d'écrire, à chacun ses responsabilités, au moins à la soutenance c'est autre chose, que pour les conditions matérielles dans lesquelles il le faisait, ce qui ne semble pas avoir été si fréquent à l'époque, en tout cas à Paris. Question de financement, de déplacement, de bourse, etc., de métiers à exercer en même temps. Et même s'il n'y avait pas trop de difficultés matérielles, ça a été beaucoup plus bref pour moi que pour Paolo Corti et Adaloni, près des clés du domicile, et dans mon cas, près d'une machine à écrire, pour taper en catastrophe un dossier de candidature, à une époque où les postes étaient trop rares pour qu'on sache bien comment ça se faisait. Puis aussi, colloque, où on voyait tel ou tel, sans dire qu'il y avait un poste à la clé pour ne pas qu'il stresse trop. Ça a marché d'ailleurs. Plus de la chaleur humaine, de la sympathie, du moral remonté quand celui-ci était dans les chaussettes, des encouragements après une catastrophe oratoire caractérisée. S'il y avait une équivalence, il y avait une équivalence, finalement logique, entre la façon d'écrire l'histoire et celle de traiter des jeunes ou des moins jeunes. Aussi, avant que l'on passe à des chansons, pas parce que tout finit par les chansons quand on est en France, mais parce qu'il aimait les chansons. Antonio l'a rappelé à propos des chansons italiennes. Je voudrais dire peut-être merci professeur Milza, ou ce que j'avais un peu de mal à dire, je tutoie assez difficilement un grand patron, merci Pierre, ou simplement merci. Aussi parce que dire merci, c'est une façon, tout en le disant, de ne pas tout à fait lui dire adieu.